Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Portalier, je suis Customer Success Manager chez Corel dans la division Mind Manager. Et donc je vais avoir le plaisir d'animer pour cette année encore les webinaires en français. Et donc aujourd'hui on va parler de formules de calcul dans Mind Manager, de Smart Rules. L'objectif étant de pouvoir automatiser bien sûr des calculs à l'intérieur de vos maps, mais également d'appliquer des règles pour essayer de faire des maps plus dynamiques ou même des tableaux de bord si c'est nécessaire. Alors, bien entendu, hein, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le recevoir dans quelques jours, hein, le temps que mon service marketing prépare la communication et vous l'envoie. Donc vous pourrez donc voir non seulement la vidéo, l'enregistrement du webinaire, mais vous aurez également accès à ma map de présentation et à tous les modèles que je vais utiliser pour vous présenter ça. Alors, si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à utiliser le panneau questions. Je ne vais pas y répondre tout de suite, j'y répondrai en fin de session. Mais n'hésitez pas, si une idée vous vient, posez-le dans le panneau questions et je consulterai ça à la fin du webinaire. Si vous avez des questions qui vous arrivent après le webinaire, pas de souci, vous voyez qu'il y a mon adresse email, vous pourrez m'envoyer un message, donc christophe.portalier@corel.com et je répondrai avec grand plaisir à vos questions. Alors donc aujourd'hui, on va voir comment on peut faire des calculs dans Mind Manager. Donc j'ai prévu un petit agenda. On va commencer par parler de propriétés de sujet. Alors pourquoi des propriétés de sujet? Parce que vous verrez que c'est un élément clé, un élément indispensable. Dès que vous voulez faire des smart rules ou des calculs, on a besoin de propriétés. Donc on va voir comment on peut les créer et comment parfois elles sont aussi créées par d'autres outils qui viennent interagir avec Mind Manager. On verra ensuite une introduction aux formules. Alors, on va pas avoir tout en détail sur les formules parce qu'il faudra un webinaire de 3 heures uniquement pour les formules. Et puis, il y a déjà des webinaires uniquement dédiés aux formules qui ont été faits les années précédentes. Donc, vous pourrez les consulter après coup. Mais on va quand même revoir une petite introduction aux formules de calcul dans Mind Manager, notamment par le biais d'AutoCalc et de l'éditeur de formules. Et puis ensuite, je reviendrai aussi sur les principes de base des Smart Rules, comment on peut les créer facilement. Ensuite, nous verrons pourquoi c'est intéressant de combiner les formules et les smart rules dans une map. Et puis je finirai par quelques exemples de maps un petit peu avancées dans lesquelles on utilise, dans lesquelles on use et on abuse des formules de calcul et des smart rules en même temps. Donc je vous montrerai quelques exemples assez intéressants, notamment en enregistrement des risques, par exemple. Et puis pour finir, vraiment je répondrai à vos différentes questions. Alors, commençons donc par les propriétés de sujet, puisque comme je viens de vous le dire, c'est un élément clé hein, dans Mind Manager quand on veut pouvoir faire des formules et des calculs. On a besoin de propriétés, on se base dessus. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une propriété? Au final, une propriété, c'est une information qui est structurée qu'on va rajouter dans un sujet. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois et qui ne connaissent pas encore bien Mind Manager, l'élément de base dans Mind Manager, c'est ce qu'on appelle un sujet. Le sujet, on peut l'enrichir avec des informations. Vous connaissez certainement les icônes de priorité, des choses comme ça. On peut également l'enrichir avec des propriétés à l'intérieur des sujets. Et donc les propriétés, elles vont toutes avoir quand même des points communs, c'est que déjà elles ont tout au moins un nom, le nom de la propriété, c'est un coût, c'est une durée, etc. Et puis également une valeur. Donc ça veut dire quand on va vouloir mettre des valeurs dans les propriétés, on peut avoir plusieurs types de propriétés. Alors on va pas toutes les citer, mais vous voyez qu'il y a des propriétés de type numérique comme les nombres et les devises ou les pourcentages. Il y en a de type texte, il y en a de type date, et puis il y en a d'autres qui vont être plutôt sur du booléen ou sur des liens ou des couleurs qu'on va mettre à l'intérieur de la propriété. Mais donc une propriété, ça a un nom, une valeur, un type, et elle constitue vraiment la base, l'élément, la clé de voûte pour les calculs, les smart rules. Et je l'ai cité même si on ne va pas l'aborder aujourd'hui, mais également quand vous voulez faire des filtres un petit peu avancés ou des recherches à l'intérieur de vos maps, les propriétés sont très utiles. Alors comment on va créer une propriété? Eh bien, on va pouvoir la créer soit manuellement à partir du ruban insertion ou du ruban avancé. Hein, si je veux créer une propriété, donc prenons un sujet quelconque, je vais pouvoir aller dans le ruban avancé, on a un bouton propriété, ou dans le ruban insertion, on a un bouton propriété. Et là, je retrouve la petite interface pour créer mes propriétés. Donc une propriété, c'est pas forcément unique dans un sujet, on peut en mettre autant qu'on le souhaite. Quand on en met beaucoup après,
ouais, c'est parfois un peu compliqué pour lire. C'est pour ça qu'on peut trouver plein d'astuces pour les masquer temporairement, pour pas que ça vienne non plus trop polluer l'affichage. Souvent, on se sert de propriétés parce que ça va nous aider justement à activer des smart rules ou à faire des calculs un peu plus poussés. Donc, on va pouvoir comme ça gérer autant de propriétés qu'on le souhaite, vous voyez, dans notre sujet. Et changer le type de propriété, bien sûr, c'est pas tout le temps des propriétés de même type. Ce que vous voyez également comme information, oui, c'est le nombre de sujets sur lesquels la propriété qu'on utilise est déjà appliquée. Et puis l'état de la propriété, comme je vous le disais, si elle est visible ou si elle est masquée. Donc à un moment donné, on n'est pas obligé de tout le temps regarder nos propriétés. Donc je vais en appeler une AB pour qu'on la voit bien. Vous voyez, donc autant de propriétés qu'on le souhaite. On a aussi un petit menu déroulant. Vous voyez que là, j'en ai masqué aucune. Si je veux pas les masquer, mais je veux pas les voir tout le temps, on a aussi un petit bouton pour cliquer dessus et réduire le champ où s'affichent les propriétés dans le sujet. Et du coup, on voit plus que le nombre de propriétés. Et si on veut à nouveau voir les propriétés, on reclique dessus et on peut les afficher. Donc c'est une des façons de ne pas trop polluer nos sujets avec trop d'informations par moment. Même si l'information est nécessaire, on n'est pas obligé de tout le temps l'avoir. Euh, alors, soit les propriétés, vous allez les créer manuellement, comme je viens de le faire, ou alors elles peuvent aussi être automatiquement créées. Alors il y a plusieurs cas de figure. Une propriété, bah, elle peut être créée, générée par une formule de calcul. Ce sera le résultat qui deviendra une propriété, ce qu'on appellera une propriété calculée. Donc, ces propriétés de type calculé, on va les voir dans un petit instant, puisqu'on va faire les formules de calcul. Mais c'est pas la seule façon d'avoir des propriétés qui apparaissent dans vos sujets. Elles peuvent également apparaître quand vous importez des documents externes. Si vous importez un fichier Excel ou un document Word, vous pouvez définir que dans la routine d'import, eh bien, certains éléments vont devenir des propriétés dans vos sujets. Donc comme ça, vous aurez des propriétés que vous n'êtes pas obligé de créer manuellement. Mais il y a aussi d'autres façons de faire. Euh, MindManager peut être intégré avec d'autres outils. Prenons par exemple le cas du monde Microsoft. Dans le monde Microsoft, si vous faites du Teams ou du SharePoint, vous connaissez certainement déjà les listes Microsoft. Eh bien, les éléments qui sont dans vos listes Microsoft, quand ils sont importés dans MindManager, quand ils sont rajoutés, eh bien, on peut définir qu'ils deviennent aussi des propriétés. Et là, vous n'aurez pas besoin de les saisir manuellement encore. Euh, Même chose, depuis MindManager 25, on a rajouté une intégration avec Planner et avec To-Do. Les éléments et les champs que vous avez dans Planner et dans To-Do peuvent devenir des propriétés. Si vous avez souscrit à l'option Jira pour MindManager, vous allez pouvoir avoir dans vos tickets Jira des champs qui deviennent des propriétés. On peut même avoir des propriétés qu'on a stockées soi-même. Alors vous savez que dans MindManager, vous avez dans Fichier nouveau une bibliothèque de maps complètes. Certaines d'entre elles contiennent des propriétés. Moi, je pense plus à ce qu'on appelle la section de map dans MindManager. Et dans notre section de map, donc pour vous la montrer, donc on a un accès à la section de map sur la barre droite d'outils. Et dans la section de map, alors par défaut, vous n'avez que la partie MindManager, normalement. Et si vous avez, comme moi, créé ce qu'on appelle des dossiers de composition, eh ben vous pouvez faire vos propres bibliothèques de branches que vous allez utiliser dans MindManager. Donc concrètement, là par exemple, vous voyez, j'ai mes éléments de scorecard. Hein, je veux faire de la notation dans des sujets. J'ai créé au préalable un certain nombre de sujets. Et tout simplement, quand je vais les glisser dans la map, vous voyez qu'on a des sujets qui contiennent déjà des propriétés. Là encore, ça m'évite d'avoir à tout ressaisir à la main. Donc cette section de map, c'est pratique. Hein, vous créez d'abord vos sujets et quand vous voulez rajouter un nouveau sujet à l'intérieur, vous le prenez, vous le glissez, vous le déplacez et il est sauvegardé dans votre section de map. Bon, on va pas rentrer en détail dans la section de map, sinon on n'aura pas assez de temps pour tout voir ce qui est au programme aujourd'hui, mais c'était juste pour vous le signaler. Et puis, si vous êtes un petit peu développeur avec MindManager, on a un langage de macro qui est très proche du Microsoft VBA. Et directement via le langage de macro, vous pouvez transformer des éléments de votre map en propriétés également. Donc, oui, il y a plein de moyens, plein de façons d'avoir des propriétés dans une map. Et toutes ces propriétés, même si elles sont créées de façon différente, seront tout à fait utilisables dans nos formules et par nos smart rules. Alors, commençons par les formules.
de calcul dans Mind Manager. Pour commencer déjà, même si je vous indiquais qu'il y avait plusieurs types de propriétés, on peut en avoir sous forme de texte, de date, etc. Les formules de calcul ne fonctionnent qu'avec des propriétés numériques. Les nombres, les entiers, les devises et les pourcentages. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir créer nos formules? Bah, quand on débute, on a une fonctionnalité qui s'appelle le calcul auto. Pour ceux qui ont une version anglaise, c'est AutoCalc. Euh, il s'agit en fin de compte d'une fonction intégrée dans Mind Manager qui va automatiquement calculer une valeur résultat en fonction de propriétés qui seront dans votre map. Alors, j'attire déjà tout de suite votre attention. C'est un module pour débuter et qui est conçu pour des calculs simples et surtout pour une structure simple sous forme d'arborescence. Si vous utilisez des maps qui ne sont pas arborescentes, par exemple si vous faites un diagramme de processus, dans Mind Manager, hein, je l'ai laissé dans le ruban insertion, on a des sujets de type map, c'est pour faire des branches, c'est pour faire des mind maps. On a des sujets de type organigramme, c'est plutôt ce qu'on va utiliser quand on fait des diagrammes de processus, mais là on n'a plus d'arborescence. Et puis on a des notes collantes, c'est ce qu'on va utiliser plutôt pour faire des tableaux blancs dans Mind Manager, et là encore on n'a pas d'arborescence. Donc cette fonction calcul auto est vraiment conçue pour les sujets de type map, donc les sujets, comme je les utilise pour le moment, où on a une arborescence claire parent-enfant. Et comment elle fonctionne cette fonction AutoCalc? Vous voyez que j'ai une petite structure, j'ai créé une toute petite branche, j'ai un panier, j'ai des articles dans mon panier et je veux les compter, tout simplement. Euh, on va donc premièrement sélectionner le sujet sur lequel on souhaite avoir un résultat. Vous voyez que pour le moment j'ai aucune propriété, j'ai pas encore créé de propriété manuellement. Euh, je me mets sur le sujet sur lequel je veux avoir un résultat. Depuis le ruban avancé, je vais lancer l'interface de AutoCalc, de calcul auto. Hop, on va le décaler pour que vous ayez une bonne visibilité. Vous voyez que l'interface est relativement simple. On a d'abord une première information à saisir, c'est le nom de la propriété dans laquelle on va mettre le résultat. Cette propriété va être créée dans mon sujet sélectionné, donc dans mon cas actuel, dans le sujet panier. Donc ce serait par exemple le total. Ensuite, on va pouvoir définir la fonction qu'on souhaite appliquer. Alors, on n'est pas dans Excel, hein, je vous rassure tout de suite, on est vraiment dans des calculs simples avec AutoCalc. On va pouvoir faire une somme, on va pouvoir faire une moyenne. Je veux savoir le nombre moyen d'articles que je vais avoir. Je peux avoir comme résultat qui remonte le nombre minimum d'articles que je vais avoir, le nombre maximum d'articles que je vais avoir, ou la propriété nombre, ça va me donner juste la quantité de fois où ça retrouve la propriété que je vais indiquer juste après. Donc là, on va faire juste bêtement une somme. Alors, une somme de quoi? Parce que pour le moment, je n'ai pas de propriété. Je vais faire une somme des quantités, puisque j'ai dit que j'avais un certain nombre d'articles. Donc, hop, je vais lui demander de me faire la somme des propriétés quantité. Or, cette propriété qui s'appelle quantité, je l'ai créée nulle part pour le moment. Donc on va pouvoir avoir une petite case qui va être à cocher ou non. Si on coche la case, ça va me renseigner la propriété quantité qui n'existe pas encore dans cette map. Autre chose qui est importante, c'est la plage de sujet. Vous voyez que dans plage de sujet, on a un certain nombre de choix qui sont disponibles. Ça va être où est-ce que je vais la chercher, cette propriété quantité? Puisqu'on est dans une map arborescente, est-ce que je vais le chercher si je mets juste sujet, ça sera à l'intérieur de mon sujet panier et pas ailleurs? Ça n'aurait pas vraiment de sens puisque moi j'ai créé une arborescence. Je vais plutôt aller choisir les enfants ou les descendants. Prenons par exemple les descendants. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'automatiquement, quand je vais cliquer sur OK, ça va me créer ma formule de calcul au niveau de panier avec la propriété calculée résultat et ça va me créer automatiquement mes propriétés pour chaque article. Voilà, c'est fait. Et vous voyez qu'on retrouve les différents champs disponibles. Donc là, si je mets des quantités, j'ai ma formule qui s'applique et ça va me faire mon compte d'articles. Donc vous voyez, rien de bien compliqué. Mais ça permet quand même de gagner du temps. Si vous avez beaucoup de sujets et que vous n'aviez pas prévu d'utiliser des propriétés au début, ça peut être un bon moyen pour automatiquement créer des propriétés sur plusieurs sujets. Après, on pourrait le faire aussi par copier-coller, hein. J'en ai pas parlé, mais si on vient sur une propriété, vous le copiez, ensuite, alors hop, je vais dans mon menu,
Voilà, copier la propriété ou la propriété et sa valeur. Donc on va prendre juste la propriété par exemple. Et puis là, coller la propriété de sujet. Je récupère bien les deux, propriété et valeur. D'accord? On pourrait le faire par copier-coller, bien sûr. Mais là, c'est un moyen peut-être plus rapide de le faire. Et puis quand on débute, ça nous permet de faire des formules très rapidement. Mais par contre, vous avez compris, c'est pour des structures simples. On ne va pas pouvoir faire des calculs trop complexes avec, hein. Donc c'est pour ça que dans Mind Manager, vous avez également un éditeur de formules lorsque cette fonction AutoCalc n'est pas suffisante pour arriver à vos résultats. Alors, l'éditeur de formule, il va vous permettre vraiment de générer une formule plus complexe dans laquelle on aura plusieurs modules. On est capable d'aller vraiment faire des choses beaucoup plus poussées, hein. Alors, il est conçu pour, comme je viens de vous dire, des calculs plus avancés, mais également, il va aller plus loin. Là, je vous ai montré les formules d'AutoCalc, on avait la somme, le minimum, le maximum. Bon, on n'allait pas bien loin. Avec l'éditeur de formules, on va même pouvoir faire des comparaisons logiques. Tel élément est plus grand que telle valeur, ou tel élément est plus grand que telle autre, enfin, telle propriété est plus grande que telle autre propriété, etc. Donc, on peut faire des calculs beaucoup plus complexes. On va voir quelques exemples concrets, bien entendu. Mais l'éditeur de formule, il va plus loin encore. Euh, les propriétés, donc des valeurs numériques, mais il y a un autre moment où on utilise des valeurs numériques dans Mind Manager. Si vous avez fait un peu de gestion de projet avec Mind Manager, vous savez que on a ce qu'on appelle les informations de tâches. Et dans les informations de tâches, vous avez des éléments qui ne sont pourtant pas des propriétés, mais qui ont des valeurs numériques. Alors, pour être plus concret, quand je viens dans mon volet des tâches, alors je vais juste décaler ça pour qu'on continue à bien voir tout. Quand on prend un sujet et qu'on veut le transformer en tâche, dans Mind Manager, on peut lui mettre un niveau de priorité. Qui dit niveau, ça veut dire qu'il y a niveau 1, 2, 3, 4. On pourrait s'en servir par exemple pour faire de la pondération sur de la gravité. Si c'est priorité 1, on va avoir un score qui ça va se calculer automatiquement grâce à la valeur de la priorité 1, etc. Les progressions dans vos tâches. Au lieu d'avoir des icônes avec le pourcentage et de devoir mettre la souris pour avoir la valeur, on peut transformer cette valeur qui n'est que un élément visuel en une donnée chiffrée grâce à l'éditeur de formule. Même chose, quand vous mettez des dates de début et des dates de fin dans vos tâches, automatiquement Mind Manager vous calcule une durée et un effort, et ben on peut récupérer dans l'éditeur de formule cette valeur numérique. Et ça pourrait être pratique par exemple pour faire sur un projet de la consolidation et voir un peu la charge des ressources de façon plus précise. Même chose sur les informations de tâches, on peut mettre des notions de coût. Coût général, coût par ressource, coût total, donc général plus ressources. Bah, ça aussi, on peut le récupérer pour l'intégrer dans une formule de calcul. Alors comment ça fonctionne? Eh ben, c'est un petit peu pareil que pour donc notre fonction AutoCalc. D'abord, on va devoir sélectionner le sujet sur lequel on veut voir apparaître le résultat. Et puis ensuite, on va ouvrir l'éditeur de formule. Alors, il n'est que dans le ruban avancé, l'éditeur de formule, le voici. Euh, et puis, on va pouvoir comme ça aller un peu plus loin pour créer notre formule. Alors, même si ce sont des formules mathématiques, elles ne sont pas non plus d'une complexité inaccessible, hein. Là encore, c'est beaucoup plus simple que dans Excel. Quand vous avez des calculs très 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 poussés que vous avez fait dans Excel, vous n'allez pas forcément pouvoir les reproduire dans Mind Manager. D'ailleurs, ça n'a pas forcément de sens de les reproduire non plus, hein, puisqu'on peut aussi récupérer et en import directement le résultat de la grosse formule Excel dans un sujet. Là, on va plutôt être sur des choses qu'on va utiliser pour avoir des valeurs concrètes pour bâtir nos filtres, nos smart rules, etc. Mais on retrouve en termes de fonction la même chose que dans AutoCalc, à savoir la somme, la moyenne, le minimum, le maximum et le nombre de fois où on retrouve une propriété. Mais en plus, on va retrouver des comparateurs logiques et d'autres opérateurs qui ne sont pas disponibles dans AutoCalc. Alors, je sais que cette partie-là est pas forcément très accessible. Je crois que c'est même pas dans l'aide en ligne parce que c'est vraiment un petit peu poussé, donc c'est un peu compliqué de trouver des informations sur les comparaisons logiques. C'est pour ça que je vous ai mis une pièce jointe dans lequel vous allez retrouver un certain nombre d'informations avancées sur les propriétés. Ce qui nous intéresse ici, c'est les opérateurs surtout. C'est un bon aide de mémoire pour les opérateurs. Vous voyez qu'on on a bien sûr comme opérateur l'addition, la soustraction, multiplication, enfin les choses classiques, mais on a également les opérateurs logiques, plus petits que, plus grand ou égal, etc. Le et logique, le ou logique, différent d'eux, etc., etc.
Ces opérateurs logiques dans MindManager, contrairement aux opérateurs classiques, hein, opérateur classique, une addition, ça va vous donner un nombre, 2 plus 2 fera 4, bien entendu. L'opérateur logique, lui, son seul résultat qu'il va pouvoir vous afficher, c'est du booléen, ça va être c'est vrai ou c'est faux, et ça va être traduit par un 0 ou par un 1. Donc c'est là où ça va être intéressant. On va voir quelques petits exemples où on peut mixer les deux mondes facilement pour avoir des résultats un peu plus précis. Mais vous retrouverez sur ce document voilà, la syntaxe pour chacun des opérateurs. Par exemple, pour le et logique, il y a une petite capture d'écran où vous retrouvez un exemple de formule qui vous montre comment on fait la syntaxe au final. D'accord? Et puis bien entendu, c'est pas parce qu'on est dans, l'éditeur de formules qu'on a plus cette notion de plage de données. MindManager, c'est vrai que notre ADN, c'est la mind map, donc des branches avec des sujets avant, qu'on appelle les parents, des sujets, enfants, descendants, et cetera, et cetera. Donc, les plages de données qu'on a brièvement vues tout à l'heure dans AutoCAD sont également disponibles dans l'éditeur de formules. Alors, on va regarder quelques exemples qui me permettront de vous montrer plus concrètement comment fonctionne cet éditeur de formules. Hop, refermons cette branche pour le moment. Voilà, donc imaginons un premier exemple. J'ai un certain nombre de catégories de produits et puis je veux là encore en mesurer les quantités. Donc première chose que j'aurais pu faire avec AutoCalc, mais là on peut le faire aussi avec l'éditeur de formules. J'ai créé une formule calculée. Alors la petite icône que vous voyez pour les résultats d'une formule, elle est légèrement différente de celle d'une propriété. Il y a un petit engrenage juste pour vous rappeler, ça a été calculé. C'est pas un résultat que vous pouvez modifier vous manuellement, c'est le fruit d'un calcul. Si je le sélectionne, donc catégorie 1, vous voyez que j'ai la formule qui a été utilisée. Quantité totale égale somme des enfants de quantité. Là encore, hein, avant de mettre une propriété, si je ne mettais rien, si je n'avais pas précisé la plage, ça chercherait la propriété quantité dans le sujet qui est sélectionné, donc dans catégorie 1, or elle n'est pas présente, donc mon résultat serait 0. C'est pour ça que j'ai spécifié, là encore, enfant, pour que ça aille bien voir que quantité était dans les sujets qui étaient en dessous. Au passage, vous vous rendez compte, tiens, bah, j'ai mal fait mon boulot parce que sur catégorie 2, par exemple, produit 3, j'ai pas mis de propriété. Là encore, tout à l'heure, je vous ai dit pour copier une propriété, on peut faire un copier-coller, mais c'est des fois un petit peu long. On peut aussi le faire via un glisser-déplacer. Là, voilà, si je veux mettre la propriété quantité sur produit 3, je fais un simple glisser-déplacer et je duplique la propriété et sa valeur automatiquement. Même chose avec les propriétés calculées. Le résultat de ma formule, je l'avais oublié sur catégorie 2. Je vais mettre une autre valeur pour qu'on n'ait pas le même résultat. Au lieu d'avoir une quantité à 50, tiens, je vais mettre 0 par exemple. Hop, voilà, 0. Et quand je vais faire glisser, déplacer mon élément, voilà, ma formule, vous voyez que ma formule s'est réappliquée, elle fait bien le boulot pour lequel elle a été créée. Elle me fait la somme des quantités quand c'est un sujet enfant. D'où l'importance vraiment de bien spécifier la plage de données dans la formule. J'ai également fait une autre petite chose un petit peu plus poussée parce que ces plages de données, c'est important de bien comprendre leur fonctionnement. Là, vous voyez que j'ai voulu avoir un résultat global de toutes les quantités. Pourtant, je n'ai pas d'arborescence qui arrive après. Donc, comment est-ce que j'ai fait cette formule? Bah, pour vous montrer à quoi elle ressemble. Donc, j'ai ma quantité globale totale qui fait la somme. Cette fois-ci, pas des descendants, puisque je n'ai pas de descendants. Elle remonte d'abord au sujet parent, donc elle vient sur exemple 1, et ensuite, depuis exemple 1, elle va chercher dans les sujets descendants s'il y a des propriétés quantités, et elle m'en fait la somme. C'est pour ça que j'ai 150 ici. Mais vous voyez le cheminement, euh, on peut comme ça créer des choses avec des structures un petit peu plus complexes, hein. Si on veut avoir par exemple une branche sur laquelle on n'a que les résultats, que les calculs, et que ça aille chercher les informations sur d'autres branches, on peut comme ça remonter directement sur différents niveaux. Là, j'ai fait que le parent, mais si j'avais mis par exemple à la place ici sujet central, je serais remonté au sujet central de ma map et j'aurais fait le cheminement inverse. Donc vous voyez qu'on peut comme ça vraiment aller pointer sur une autre branche pour faire son calcul assez facilement.
Deuxième petit exemple, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait utiliser les informations de tâches pour calculer. Eh bien, c'est ce que j'ai fait ici, des formules qui n'ont pas de propriété. Vous voyez, à part le nom de la propriété résultat, sur la partie droite, je n'ai absolument aucune propriété. Les propriétés dans les formules, elles apparaissent entre crochets. Là, j'ai absolument rien entre crochets, donc j'ai utilisé des informations de tâches pour faire mes calculs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au début? Bah, j'ai voulu voir un coût basé sur l'avancement. Donc, ça me prend le coût total. Pourquoi le coût total? Parce que là, j'avais mis une valeur, vous voyez, sur le sujet, un coût général à 1000. Donc, c'était mon coût total qui était à 1000 aussi. Et en fonction de l'avancement, bah, pour le moment, j'ai 1000 parce que je suis à 100%. Mais si je change la valeur de l'icône, vous voyez qu'en fonction du niveau de la progression, eh bien, mon coût basé sur l'avancement change, bien entendu. Même chose que j'ai fait juste en dessous, c'est au lieu d'avoir l'icône de progression et pour savoir sa valeur, de devoir mettre la souris sur l'icône et de voir OK, c'est achevé à 50%. Alors ma souris est un petit peu grande donc on a du mal à lire, mais vous voyez que d'habitude c'est ce qu'on fait, on met la souris sur l'icône pour voir la valeur. Là j'ai la valeur numérique qui a été reprise. Même chose pour les durées, pour l'effort et pour le coût général que j'ai spécifié ici. D'accord? Alors pourquoi est-ce qu'on peut être amené à mettre ces valeurs-là sous forme de propriété numérique? Bah, des moments, on utilise la map pour faire du pilotage, et puis on en a besoin aussi pour après à renseigner d'autres applications. Alors c'est dommage de devoir faire de la double saisie, et vous savez que dans Mind Manager, on peut exporter la map dans d'autres formats. Bah là, ça serait pratique d'avoir des vraies données numériques quand on exporte vers Excel et pas simplement une icône par exemple de progression. On a la vraie valeur de la progression sous forme numérique dans l'export que l'on a généré. Donc ça va être vraiment pratique aussi pour ça. Et puis, dernier exemple que je vais vous montrer. Alors, j'ai besoin de réafficher quand même la catégorie 1. Dernier exemple, j'ai fait une formule qui fait une comparaison, qui me vérifie, vous voyez, qu'au niveau de mon stock, j'ai encore assez de quantité. Déjà, ce que ça fait, ça va vérifier si sur la globalité de mon stock, si j'ai plus de 50 éléments. Et puis, ça va vérifier après que bah, la moyenne des différents éléments, elle est supérieure à 25. Donc, vous voyez que là, on fait plus de la logique qu'autre chose sur cette formule. On ne fait pas un calcul de résultat classique. Première chose que je fais, je cherche la somme. Ah tiens, il y a une nouvelle notion, sujet. Qu'est-ce que c'est? En fin de compte, dans Mind Manager, là, j'aurais très bien pu le faire comme tout à l'heure. J'aurais dit d'aller sur le parent, mais je serais resté ici, de revenir encore sur le parent pour aller à exemple, et après d'aller sur les descendants. Ça aurait pu marcher. Mais bon, faire des parents, parents, enfants, etc., des moments, s'il y en a plus de 3, 4, c'est contraignant. Puis après, quand on le relit rapidement, c'est difficile de s'y retrouver. C'est pour ça que dans l'éditeur de formule, vous avez également, hop, si je crée une nouvelle petite formule, euh, test, on a la possibilité à un moment donné, pour repartir sur une autre branche ou un autre élément, directement, vous voyez, il y a un petit bouton ici, insérer un sujet, et ça me permet de dire, bah, je vais commencer à faire une formule à partir du sujet que je clique. Et vous voyez que là, donc j'ai le petit paramètre sujet qui est apparu, et quand je double-clique dessus, ça me montre bien celui que j'avais sélectionné. Donc typiquement, si je regarde sur ma formule, donc je redouble-clique dessus pour l'éditer, et quand je double-clique sur sujet, je partais sur exemple 1 comme sujet de base pour partir sur mon calcul. D'accord? Donc, ma formule, là, vous l'avez compris, ce qu'elle fait, c'est la somme à partir du sujet exemple 1, des descendants, des quantités. Ça vérifie si c'est plus grand ou pas que 50. Si c'est plus grand que 50, plus grand ou égal que 50, j'aurai comme résultat 1. Et sinon, j'aurai 0. Et puis pour la moyenne, bah, je fais la même chose pour les sujets descendants. Je vérifie que quantité est supérieure ou égale à 25, mais sur le chiffre moyen, pas sur la somme. Et puis j'ai un et logique entre les deux, donc qui me fait mon résultat. Et donc pour le moment, c'est le cas, puisque j'ai supérieur à 50, oui, puisque j'en ai 150. Et puis on va voir si je modifie des valeurs, un peu ce qui se passe. Donc là, on va mettre 0 aussi. Et puis celui-là aussi, on va le mettre à 0. Voilà. Et ouais, là, bon, j'ai cassé mes critères. Donc là, je pense que c'est ma valeur moyenne qui n'est plus donc à 25. Et donc du coup, vous voyez que je retrouve
0 ou 1. Le résultat d'une comparaison, donc d'un élément logique, comme je vous l'ai dit, ça sera forcément 0 ou 1. Ok, mais donc vous voyez, les formules, on peut aller assez loin quand même, hein. Donc je ne vais pas complexifier plus que ça parce que on a encore plein de choses à voir. Mais voilà, vous avez compris que les formules, ça pouvait être assez facile à manipuler. Maintenant, regardons un petit peu les smart rules. C'est bien beau de faire des résultats de calcul, mais à un moment donné, une map, il faut que ce soit visuel. C'est la base de notre format. C'est de la représentation visuelle d'informations un petit peu complexes pour casser les documents linéaires, notamment. Donc, une smart rules, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va en fin de compte, surveiller en permanence les sujets que vous avez mis dans votre map. Et là, peu importe qu'ils soient en arborescence, hein, c'est pas comme tout à l'heure où je vous disais pour AutoCalc ou autre, des moments c'est peut-être un petit peu plus intéressant d'avoir des branches. Là, peu importe. Même si vous êtes dans un tableau blanc, les smart rules vont être capables de détecter des modifications sur vos sujets. Donc, une Smart Rules, elle surveille en permanence et elle va appliquer des modifications quand certaines conditions que vous allez avoir définies sont atteintes. Alors, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire, nos fameuses Smart Rules? Eh bien, elles vont pouvoir déjà modifier l'apparence visuelle des sujets. C'est pour ça qu'on les compare souvent à des mises en forme conditionnelles. Mais on va voir que ça peut aller plus loin. Donc, on va pouvoir changer la couleur de remplissage d'un sujet en fonction de certains critères. Ça devient vert, ça devient rouge. Couleur de ligne, forme du sujet. On peut aussi formater le texte, changer la police, la mettre plus grand, en italique, en gras, etc. Euh, mais on peut aussi appliquer des marqueurs, donc toujours sur les choses visuelles. Les marqueurs dans Mind Manager, c'est les icônes. Là, je vous ai juste mis en illustration les icônes standard Mind Manager, mais si vous créez vos propres bibliothèques d'icônes, on pourra aussi agir dessus via les Smart Rules. Ou également les balises. Là, je vous montre juste les balises standards de Kanban qu'on trouve dans les toutes nouvelles maps Mind Manager qu'on crée. Maintenant, si vous créez vos propres groupes de balises, là encore, les Smart Rules pourront les détecter et agir dessus. Euh, Là où on peut aller plus loin que de simplement de la mise en forme, c'est par exemple, on peut ajouter ou modifier des valeurs de propriété. Là, on n'est plus dans juste le côté visuel. On va changer la data qui est dans votre map. On peut aussi ajouter via des smart rules des informations de tâches. On peut rajouter une ressource. On peut changer un niveau de priorité. On peut changer un niveau de progression via une smart rules. Donc vous voyez, en termes d'impact, c'est pas simplement je change la couleur du sujet. Même si c'est très pratique de changer la couleur du sujet, on peut aller beaucoup plus loin. Euh, alors comment vont fonctionner nos smart rules? Déjà, on a un éditeur de smart rules qu'on va voir dans un petit instant. Mais toutes les smart rules, il faut bien comprendre qu'elles ont trois informations indispensables. Un titre pour les reconnaître, bien entendu. Là, vous mettez ce que vous voulez, ça, c'est ce qui a le moins d'impact, c'est juste pour reconnaître la smart rules. Elles vont avoir un ou plusieurs déclencheurs. C'est vous qui allez définir la règle de ce que la smart rules va devoir surveiller. Donc, quand est-ce que la règle va devoir s'appliquer? Et puis, un ou plusieurs effets, grosso modo, ce que la règle fait. Ce que je viens de vous citer, est-ce qu'on change la couleur, est-ce qu'on change une valeur de propriété, on rajoute une balise, etc. On va le définir dans l'éditeur de Smart Rules. Alors, avant de voir l'éditeur de Smart Rules plus en détail, il y a quand même quelques informations à connaître dessus. C'est que notre éditeur de Smart Rules, les règles à l'intérieur, elles sont pas mises en vrac, hein. Elles ont une logique, elles sont organisées. D'ailleurs, elles sont organisées dans une liste numérotée. Là, juste pour montrer une petite illustration de l'éditeur de Smart Rules, vous voyez que là, j'ai trois Smart Rules, c'est celles qu'on retrouve par défaut dans Mind Manager sur toutes les nouvelles maps. Et on a la possibilité de voir leur numéro. Alors pourquoi c'est important d'avoir une numérotation? Parce que dans les Smart Rules, imaginons que vous ayez plusieurs Smart Rules qui aient le même effet. Et qu'il y en a une, l'effet, votre sujet, on veut juste changer la couleur, il y en a une qui le met en rouge, l'autre en vert. Et puis nos conditions sont pas forcément très claires. Eh bien, le fait d'avoir organisé les Smart Rules dans cette liste avec un numéro, celle qui sera tout en haut de la liste, donc celle qui aura le numéro le plus petit, c'est celle qui aura le dernier mot. Elle s'appliquera, et celle qui aurait pourtant le même effet ne s'appliquera pas si elle est dans la liste, plus bas dans la liste. D'accord? Donc, prenez bien garde à ça. Dans les Smart Rules, l'ordre est important.
Les smart rules également, vous pouvez les appliquer à l'ensemble de votre map. Donc ça va surveiller tous les sujets de la map. Ou alors, quand on crée la smart rules, on peut dire non, cette smart rules, je veux qu'elle s'applique que sur cette branche. Comme ça, vous n'allez pas polluer avec des éléments, avec des effets de bord, d'autres sujets dans d'autres branches. Vous êtes sûr que votre smart rules ne sera que sur une petite partie de votre map. La Smart Rules, par défaut, normalement, elle a le dernier mot. Si elle décide que le sujet colorié est en rouge, il est en rouge. Et vous ne pouvez pas changer la couleur. Sauf si dans la Smart Rules, vous avez activé le fait que vous avez le droit de forcer le résultat. Donc vous allez pouvoir remplacer le résultat de la Smart Rules par autre chose. La Smart Rules a colorié le sujet en rouge, vous décidez que c'est pas nécessaire. Vous pouvez supprimer la couleur ou mettre une autre couleur à la place. Les Smart Rules, par défaut, elles ne sont que dans la map sur laquelle vous travaillez. C'est-à-dire que si vous créez une nouvelle map, les Smart Rules que vous avez créées pour une map précédente ne seront pas visibles. Sauf si vous les avez enregistrés dans une bibliothèque des Smart Rules. On va le voir depuis l'interface, il y a un bouton pour les enregistrer. Mais comme ça, vous pouvez vous faire une bibliothèque avec les Smart Rules qui sont le plus utiles. Et puis ça va même un petit peu plus loin parce que par défaut, dans cette Smart Rules, dans cette bibliothèque, je veux dire, vous avez la possibilité aussi d'activer par défaut des Smart Rules pour toutes les nouvelles maps. C'est d'ailleurs le cas, hein, si vous avez remarqué en faisant un peu de gestion de projet sur Mind Manager, quand vous créez une nouvelle map, vous avez une coloration automatique quand vous êtes en retard, quand la tâche est à risque ou quand elle est terminée. Bah, ces trois éléments, ce sont trois smart rules qui agissent et elles sont activées par défaut. Donc d'ailleurs, si ça vous gêne de les avoir activées par défaut, depuis la bibliothèque, vous pourrez les désactiver. Mais voilà, la bibliothèque nous permet de conserver des smart rules et éventuellement de les réutiliser dans d'autres maps. Alors pour vous montrer ça, j'ai fait un petit exemple très simple dans lequel on va voir tout bêtement la mise en évidence des tâches qui sont en retard ou qui sont terminées, c'est ce que vous connaissez par défaut, mais également, plutôt que d'avoir moi à manuellement mettre sur les sujets les balises Kanban, hein, pour rappel, les balises Kanban, on les retrouve depuis le volet des tâches, vous avez ici les différentes balises Kanban. Alors il faut que je sélectionne un sujet avant. Les balises Kanban en attente, en cours, complet. En fin de compte, hein, c'est ce que vous retrouvez également si vous avez une ancienne version de Mind Manager. Vous n'avez peut-être pas directement accès aux balises depuis information de tâches, mais vous le retrouverez dans l'index de votre map, où là on retrouverait le groupe de balises Kanban et on pourrait agir dessus aussi depuis cette interface. Mais voilà. Au lieu d'avoir moi manuellement à mettre les balises en attente, en cours et complet, je vais demander à des Smart Rules. À partir du moment où je mets des niveaux de progression au niveau des sujets, bah, automatiquement que ça me mette les balises. Alors, regardons à quoi ressemble cet exemple. Donc, comme je vous disais, une petite map toute simple de projet dans laquelle on va aller dans l'éditeur de Smart Rules. Donc là, vous voyez toutes les Smart Rules qui sont activées dans cette map. Vous pouvez éditer, alors sélectionner les Smart Rules qui vous intéressent. Vous voyez que là, pour le moment, elles sont toutes désactivées. Il y a leur numéro d'organisation, bien entendu, le titre de chaque Smart Rules. Là, pour le moment, bon, on voit qu'elle s'applique à 0 sujet puisqu'elle n'est pas active. Là, on voit si j'ai activé ou non le fait de pouvoir modifier manuellement. Et puis, les déclencheurs. Donc là, c'est la tâche est à risque, le déclencheur, etc., etc. Donc là, on a une vue résumée. On peut aussi supprimer les Smart Rules depuis ici. On peut changer l'ordre. Hein, on a des petites flèches pour changer l'ordre. Et puis vous avez la fameuse bibliothèque dont je vous parlais. Donc un bouton pour enregistrer une Smart Rules que vous avez créée et l'autre pour voir à quoi ressemble la bibliothèque. Donc rapidement, vous voyez que dans cette bibliothèque, finalement, j'ai un certain nombre de Smart Rules qui sont disponibles. J'en ai que 3 qui sont par défaut. C'est les Smart Rules qui sont dans toute map que vous connaissez aujourd'hui. Donc si vous ne voulez pas les avoir, vous les désactivez et elles disparaîtront de toutes vos nouvelles maps. Mais donc regardons à quoi ressemblent mes différentes Smart Rules. Donc là, normalement, c'était les Smart Rules existantes, hein, celles pour changer la couleur quand on a des problèmes sur nos tâches. Vous voyez que moi, je les ai très peu modifiées, celles-là. Je les ai laissées par défaut. Juste, j'ai changé, au lieu d'avoir la couleur de remplissage des sujets, j'ai changé par la couleur de police. C'est un choix personnel. Moi, je préfère avoir la couleur de la police qui m'indique le statut de la tâche. Est-ce qu'elle est à risque? Est-ce qu'elle est en retard? Est-ce qu'elle est terminée? Plutôt que la couleur de remplissage. J'aime bien garder la couleur de remplissage pour d'autres informations. Donc, j'ai juste modifié une Smart Rules qui existait déjà. Au passage, vous voyez que donc, nos Smart Rules, un titre, comme je vous le disais,
un déclencheur ou plusieurs déclencheurs, hein, là j'en ai qu'un sur celle-là, et puis un ou plusieurs effets directement ici. Regardons ce que j'ai par exemple sur les balises Kanban. Donc on peut aussi double-cliquer hein, sur les smart rules pour les ouvrir. Donc là, c'est des smart rules que j'ai créés qui n'existaient pas. Là, j'ai une balise Kanban en cours que je souhaite appliquer, donc je vais donner ce titre. Qu'est-ce que je vais surveiller? Tout bêtement, les progressions de mes tâches. Si la progression est supérieure à 0 et si la progression est aussi inférieure à 100%, j'estime que je veux appliquer la balise en cours. Et oui, que je suis allé un petit peu plus loin, j'ai aussi décidé de changer la forme du sujet et de changer la couleur de ligne. Donc quand on veut choisir un déclencheur ou en rajouter un, vous cliquez sur le bouton, vous avez la liste des éléments qu'on peut surveiller dans la map. Vous voyez qu'on retrouve les notions de coût, les notions de balise. J'ai tel niveau de balise. Là, ce que j'avais mis, ça devait être dans progression de la tâche. Voilà, ici, progression de la tâche. Et puis, etc. On peut aussi chercher des mots-clés, etc. Vous voyez que c'est assez riche, hein. Donc, je le supprime d'ici. Et au niveau des effets, même chose, quand vous créez un nouvel effet, quel type d'effet vous voulez appliquer, vous retrouvez les listes des effets qui sont disponibles. C'est juste votre attention, pour le moment, tiens, vous voyez pas de propriété alors que j'ai dit qu'on pouvait le faire, c'est parce que tant qu'il n'y a pas de propriété dans votre map, il n'y a pas d'effet à appliquer sur des propriétés puisqu'elles n'existent pas encore. On a deux cas de figure qui sont comme ça, les propriétés et les styles de sujet si vous les utilisez. Donc maintenant, regardons ce qui se passe quand j'active mes Smart Rules. Donc là, automatiquement, du coup, ça m'a appliqué les smart rules là où il le fallait. Donc j'ai les tâches terminées qui apparaissent en vert, celles qui sont en retard. Alors, j'en ai peut-être pas en retard ici. Ouais, donc j'en ai pas encore en retard. Bon, on va tricher. Celle-là, elle va être volontairement en retard. Elle n'est pas commencée. Alors, on va juste changer la date d'échéance. Hop, et on va la mettre au 3 mars, par exemple. Alors, j'ai pas cliqué au bon endroit. Et je ne peux pas le changer parce que j'ai caché sur l'affichage, vous voyez, j'ai une petite ligne, j'ai mis des interdépendances. Donc je dois avoir une interdépendance de fin et début entre les deux. Donc c'est pas grave, on va tricher légèrement, on va recréer un sujet. Je vais juste mettre, vous voyez, mes dates comme ça. Là encore, vous voyez que le glisser-déplacer marche très bien pour dupliquer des éléments. Et là, par contre, je vais pouvoir changer la tâche parce que celle-ci, comme je vous le disais, elle a une interdépendance avec l'autre. Si on regarde bien, non, c'est ici qu'il y a une interdépendance, je pense. Ouais, on le voit ici. J'ai la petite, la petite icône qui me le montre. Tiens, d'ailleurs, si je veux afficher les dépendances pour que vous les voyez, dans Mind Manager, comme souvent, hein, quand on veut afficher, masquer des choses, on a aussi la possibilité de le faire depuis les paramètres d'affichage. Et je pense que mes dépendances, voilà, vous voyez, elles n'étaient pas visibles. Je vais les afficher. C'est pour ça que je ne pouvais pas changer la date. Vous voyez, mais on a bien une dépendance qui était présente. Euh, Sauf que là, sur l'autre sujet, j'ai pas de dépendance, donc je peux m'amuser à changer la date. Et là, vous voyez qu'automatiquement, voilà, j'ai bien ma tâche qui est en retard, qui apparaît avec juste le texte directement. Et si je rajoute ici mon petit élément de progression, ma tâche va fonctionner bien sûr pour changer aussi de forme en fonction de la balise Kanban qui lui est appliquée. Mais là, grosso modo, une Smart Rules pour gagner du temps pour appliquer des effets. Alors pourquoi est-ce qu'on va être amené à combiner souvent les formules et les smart rules? Parce que ça va apporter quelques avantages quand même, hein. Moi il y en a deux principaux, il y en a probablement d'autres, mais le premier déjà, c'est que ça va vous permettre d'avoir des signaux visuels clairs par rapport à des données métriques, à des choses concrètes, pas simplement à votre impression. Tiens, je vais le mettre en rouge parce que je pense que c'est important. Là, si vous mettez des formules de calcul qui vous calculent par exemple des scores et des choses comme ça, vous allez avoir du concret, vous allez avoir du tangible. Donc, on va avoir comme ça l'intérêt d'avoir nos smart rules qui s'activent parce qu'il y a un résultat bien particulier qui apparaît. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans cet exemple où j'ai combiné donc smart rules et formules? J'ai créé une formule où je vais calculer le coût encouru des tâches.
et puis j'ai un budget qui était prévu. Et donc je vais vouloir juste m'alerter bah, quand mon coût encouru, il est plus que le budget que j'avais prévu. Donc c'est le cas hein, dans cet élément 3, vous voyez que j'avais prévu 1000 et je suis déjà à 2600. Alors regardons plus en détail ce que font mes formules. Déjà, comment je calcule ce coût encouru? Ce coût encouru, alors j'ai besoin à nouveau de mon volet ici. Mon coût encouru, il va appliquer le coût général de la tâche, le coût général que vous trouvez ici. Alors, coût général, voyez ça comme un coût fixe. Quand vous devez commencer à faire une tâche, il faut avoir peut-être acheté des matières premières et vous les payez au moment où vous commencez votre tâche. Ou vous avez loué un matériel, etc. Donc vous avez un coût fixe. Et puis après, vous avez aussi un coût par ressource. Tiens, là, alors comment il se calcule ce coût par ressource puisqu'il est grisé? Bah, déjà, il se calcule quand vous mettez des ressources et uniquement quand vous mettez des ressources sur vos sujets. Et puis, parce que vos ressources, elles ont un taux. Alors pour retrouver où est le taux, vous voyez qu'à côté de ressources, il y a un petit menu déroulant et vous pouvez modifier le taux de vos ressources. Et moi, c'était simple. J'ai deux ressources, j'ai Rainer et Christophe, qui ont des coûts horaires, 150 pour l'un et 100 pour l'autre. Donc vous pouvez comme ça calculer automatiquement ce coût de ressources. Donc j'ai le coût horaire. Maintenant, combien de temps il travaille? Eh bien, vous voyez que j'ai un effort de 10 jours qui a été partagé équitablement, puisque j'ai pas cherché à mettre plus d'efforts pour l'un que pour l'autre. Euh, et également, dans My Manager, vous avez aussi une notion, c'est que voilà, on a défini la journée de travail, elle est de 8 heures. Donc là, j'ai 10 jours ouvrés, fois 8, fois le coût de mes ressources, et ben ça me donne mon coût de ressources. Et donc mon coût encouru, lui, ce qu'il fait, il va me mettre le coût général, le coût fixe, à partir du moment où ma progression va avoir commencé sur le travail. Donc mon coût fixe, dès que je commence à travailler sur la tâche, je le comptabilise. Donc pourquoi est-ce que j'avais mis progression plus grand que zéro? Bah, tout bêtement parce que tant que j'étais à zéro, bah, le résultat de cette petite formule supérieure à zéro, c'était un zéro. Et dès que c'est plus grand, bah, c'est devenu un. Donc mon coût général, je l'ajoute uniquement à ce moment-là. Auquel je rajoute le coût des ressources, pas n'importe quand, mais par rapport à la progression. Comme ça que j'ai mon coût encouru. Ensuite, j'ai une Smart Rules toute simple. Hop, revenons sur l'éditeur de Smart Rules. La voici. Elle vérifie que la propriété coût encouru est supérieure à coût prévu. Et si c'est le cas, ça me colorie en rouge. Donc là, j'ai vraiment juste une mise en forme conditionnelle, mais qui apparaît par rapport à un critère métrique précis. Deuxième avantage de mixer les Smart Rules et les formules, on va faire le cheminement inverse. J'ai pas encore mis de formule ici, mais imaginons que j'ai besoin d'avoir le coût par rapport aux pénalités. Donc bah, je vais faire ma petite formule. Hop, je vais faire mon total. Donc mon total, ça serait coût plus une pénalité de retard. Donc je prends. Au passage, vous voyez dans l'éditeur de formule, le premier bouton dont je n'ai pas parlé, vous retrouvez les formules auxquelles vous avez accès dans votre map. Donc mon coût, plus j'ai la pénalité de retard. Donc je reviens ici, plus pénalité de retard. Voilà. Alors, je vois que j'avais mis des tailles fixes, donc vous voyez qu'on peut aussi agrandir hein, après si c'est nécessaire le petit cadre pour l'éditeur de formule. Hein, il y a des boutons de modification. Donc là, j'ai un coût à 110. Bon, je ne l'ai pas mis en devise, donc c'est juste en nombre. Maintenant, pourquoi est-ce que la Smart Rules va être intéressante maintenant? Puisque j'ai une formule qui me donne le coût total. J'ai des contrats, je m'étais engagé à les livrer. Donc j'ai un contrat là finalement qui va me coûter 110 au lieu de me coûter que 100. Regardons ce que font mes autres Smart Rules. Ici, j'ai mes pénalités de retard. Première Smart Rules, elle va vérifier. Alors, je vais décaler ici. Elle va vérifier que la date d'échéance est avant cette semaine. Donc, si c'est avant cette semaine et que ça appartient à la branche, parce que je ne voulais pas l'appliquer dans toute la map, donc si c'est avant cette semaine, la valeur de ma propriété pénalité, elle va valoir 500. Alors que si ma date d'échéance était avant aujourd'hui, j'appliquais une autre valeur pour la pénalité.
Donc ça me permet comme ça, vous voyez, de tenir compte de différents scénarios. Donc là, bah, typiquement, j'ai que 110, mais si j'avais changé la date, pour dire que c'était avant cette semaine, vous voyez que là, on aurait eu un coût à 500 et ma formule de calcul, bah, voilà, elle me fait la somme des deux. Et le contrat a vraiment pas été rentable puisque j'ai vraiment une plus grosse pénalité que ce que ça m'a, ce que je devais avoir, quoi. Si je mets une date ultérieure, bien entendu, j'ai plus de pénalité qui s'applique puisque j'ai pas prévu ce cas de figure dans mes smart rules. Mais vous voyez, on peut faire aussi le cheminement inverse. La smart rules, au lieu qu'elle bénéficie du résultat d'une formule pour changer quelque chose, c'est elle qui va changer les datas pour que le résultat de la formule soit différent. Donc vraiment, combiner les deux, gros avantage. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, bah, c'est quelques exemples de maps un petit peu plus poussés pour utiliser vos formules et vos smart rules. Bah, prenons par exemple une map d'enregistrement des risques. Alors comment elle fonctionne cette map d'enregistrement des risques? De prime abord, elle peut vous paraître très simple parce qu'il n'y a que des sujets avec du texte et des couleurs. J'ai absolument rien mis de manuel dans cette map. J'ai préparé des smart rules et des formules de calcul qui font le travail pour moi. L'objectif quand on veut enregistrer des risques, c'est de pas si on a trop d'éléments visuels, ça peut perturber le choix qu'on va faire. Au lieu d'évaluer un choix, enfin un risque comme improbable, si on voit trop un risque trop gros déjà, ça peut être problématique. Donc moi l'objectif c'est d'être très neutre quand je vais définir mes risques et mais derrière il faut quand même que j'ai du concret. Donc ce que vous ne voyez pas, puisque j'ai tout masqué, si je clique sur la carte d'information des sujets, c'est que dedans, j'ai un certain nombre d'informations dans ces sujets. Euh, on voit qu'il y a une probabilité qui est calculée, il y a un impact, il y a un niveau de sévérité. Il y a, est-ce que par rapport à ce niveau de sévérité autre, est-ce que j'ai entrepris des actions ou non? J'ai des scores qui sont calculés, mais tout ça est pratiquement fait par des smart rules et des formules de calcul qui sont masquées certes, mais qui agissent. Alors, quand vous recevrez la map pour travailler avec, vous voyez que je vous ai mis ici un risque modèle. Quand on clique dessus, donc il y a moins d'informations hein, pour le moment. Vous voyez que le risque, bah, il a juste des propriétés et une formule. Il n'y a absolument aucune balise qui lui a été appliquée. Donc ça veut dire que les balises, il va bien falloir qu'on les applique dessus pour avoir une action. Alors, pour appliquer les balises, bah, peut-être que votre premier réflexe serait d'aller dans insertion, balises. Ah bah oui, je les retrouve, mes groupes de balises, sur la probabilité, sur l'impact. Je vais les appliquer comme ça manuellement. Non, c'est pas comme ça que je ferai. Parce que cette map, elle a été prévue pour fonctionner aussi avec les vues dans Mind Manager. Donc pour ceux qui connaissent pas encore, dans Mind Manager, on a une vue principale, c'est ce qu'on a vu depuis le début de la session. C'est souvent la vue map, la vue tableau blanc. Et puis après, on peut générer des vues qui sont basées sur d'autres choses. Pour qu'on y voit plus clair, dans l'index de la map, vous voyez que mes groupes de balises, bah, comme leur nom l'indique, ils sont dans des groupes. Et on est capable de générer une vue par groupe si c'est nécessaire. Le seul bémol, il faut absolument que vos groupes soient mutuellement exclusifs. Mutuellement exclusif, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule valeur possible pour un sujet donné à un moment donné. Vous pouvez pas être en même temps improbable et super probable que ça arrive. C'est soit l'un soit l'autre. Donc, basé sur ces groupes, on va être capable de pouvoir avoir une vue spécifique. Donc là, oui, j'ai plein de choses qui apparaissent déjà, et il y a deux risques, le risque A et le risque B, que j'ai pas encore évalué. Ils sont blancs, il n'y a pas de couleur, il y a rien qui se passe dessus. Euh, donc le reste des informations pourrait un petit peu perturber mon jugement, m'influencer. Donc ce que je vais faire, c'est que non, je vais aller dans la vue spécifique avec uniquement ces deux éléments. Donc on va aller dans le ruban affichage. On peut accéder aux différentes vues. En grisé, c'est ma vue map, c'est celle que j'utilise. Donc, puisque ce sont des balises que je veux appliquer dans cette map, je vais dans le petit menu déroulant et je vais demander de ne me mettre que les éléments que je vais sélectionner. Ah, j'ai dû oublier de sélectionner mon risque item, le précédent. Bon, peu importe. Vous voyez que là, pour le moment, je suis en train de mesurer l'impact. J'aurai la probabilité également. Bah, commençons par la probabilité. Donc probabilité, je bascule en vue sur le groupe de probabilité et je vais mettre par exemple mon risque A en très probable. Maintenant, je veux mesurer son impact.
il apparaît pour le moment sans catégorie, il n'a pas de balise, bah, je vais dire que c'est pas insignifiant, c'est une menace. Vous voyez que automatiquement, là, mon sujet a changé de couleur. Pourquoi? Bah, parce que j'ai des smart rules derrière qui font le travail pour moi. Les smart rules, qu'est-ce qu'elles ont fait? Si j'ouvre mon sujet, je vais ouvrir les deux cartes d'information pour qu'on voit bien la différence. Tant que j'avais pas fait j'avais pas déplacé mes sujets, bah, j'avais que mes petites propriétés qui étaient disponibles dans le sujet. Par contre là, le fait de les avoir déplacées à chaque fois dans les vues balises, automatiquement, bah, ça m'a mis la balise de probabilité, la balise d'impact, et en fonction de ces deux critères, j'ai des smart rules qui m'ont mis des balises également de sévérité. Le traitement, pour le moment, il est pending parce que j'ai pas mis de traitement. Mais par contre, vous voyez que ça m'a mis un score. Et ça m'a calculé un score de sévérité. Ce score de sévérité, c'est ce qui a évalué la balise de sévérité que je mettais ici. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu utiliser aussi des balises de sévérité? Bah, tout bêtement parce que ça me permet aussi d'utiliser ce type de vue pour voir. Alors, je vais enlever mon filtre, comme ça on va voir tout le monde. Hop, ça me permet de voir tous les éléments classés par niveau de sévérité. Donc c'était un petit peu l'objectif. Mais donc dans cette map, ça veut dire qu'à un moment donné, en plus de la petite formule que vous avez vue, bah oui, j'ai des smart rules qui sont ici. J'en ai un certain nombre. Les premières nous permettent de mettre le score, le bon score pour la probabilité, les autres pour le niveau de risque, etc., etc. Donc, pour plus d'explications, parce que je vois que le temps passe très vite, pour plus d'explications sur cette map, je vous ai mis également une petite note de sujet dans lequel j'ai expliqué bah, les smart rules qu'on utilise. Donc, la 1 à 4 pour quand on a appliqué notre balise de probabilité qui nous permet de calculer la formule de sévérité, qui applique elle-même la balise de sévérité, etc., etc. Donc, ça, vous pourrez le revoir après coup. Euh, Deuxième exemple que je vais vous montrer, et après je répondrai à vos questions. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'aborder le troisième exemple, mais bon, il est un peu similaire puisque c'était une analyse de risque. Euh, Ici, c'est un budget IT. Un budget IT dans lequel bah, on va vouloir faire un certain nombre de choses. Bien entendu, avoir une idée des chiffres. Donc, j'ai des formules de calcul qui me remontent un certain nombre de valeurs chiffrées. Mais également, vous voyez que je me suis donné un objectif de marge de refacturation interne. C'est souvent le cas dans les services informatiques. Le service informatique refacture en interne avec les autres départements bah, ce qu'il met en place. Et bah, ce service informatique s'est donné un objectif. Moi, je veux avoir 20% de marge sur tout ce que je refacture en interne aux autres départements. Alors bon, j'ai remonté, vous voyez, par exemple des prestations de services, le coût de mes ressources internes, mais là où ça m'intéressait plus d'avoir cette refacturation, parce que c'est souvent plus simple, c'est sur le matériel et le logiciel. Donc prenons notre map de budget. Vous voyez que on a à chaque niveau un peu plus de détails. Là, j'avais le global. Le global vérifiait par rapport à mon coût ici, est-ce que j'avais planifié comme budget, si je suis bon ou si je suis pas bon. Vous imaginez que j'ai une Smart Rules qui automatiquement va plutôt me mettre quelque chose comme un pouce baissé rouge si mon budget n'est pas respecté. Mais vous voyez, le plus on va rentrer dans les branches, le plus on rentre dans le détail. Donc là, je suis dans le matériel logiciel. J'ai de l'infrastructure, ça serait mes serveurs et mes routeurs. Et puis là, j'ai pour mes utilisateurs bah, leurs différents postes de travail. J'ai deux familles de postes de travail. Un utilisateur standard, un utilisateur remote. Et on voit qu'au fur et à mesure, on rentre dans le détail du calcul. Mais vous avez certainement déjà noté, tiens, j'ai une petite coupe qui apparaît en rouge ou en vert. Bah, là encore, automatiquement, j'ai une Smart Rules qui m'indique les éléments où je n'ai pas respecté mon objectif de marge. Je sais que sur le profil 2, je ne suis pas à 20% de marge. Et puis si je rentre encore plus dans le détail, je vois que ah bah oui, sur le logiciel c'est bon, j'ai bien assez pris de marge, mais c'est sur le matériel que je ne suis pas bon. Donc ça pourrait être un moyen pour vous sur ce budget-là de vous dire bah pour respecter mon objectif de marge, faut peut-être que je renégocie mes contrats que j'arrive à comme ça identifier. Là encore, après on pourrait faire des filtres hein, pour retrouver uniquement les éléments qui ne sont pas respectueux de l'objectif de marge. On pourrait faire un filtre rapide par exemple, afficher uniquement ces éléments. Et donc là, j'ai une vue de ma map avec uniquement les éléments sur lesquels je vais retravailler. Et là encore, vous voyez, c'est une Smart Rules, des calculs qui me permettent d'arriver à cet objectif. J'ai pas besoin de manuellement d'aller appliquer les petites icônes.
pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Alors, comme précédemment, bien entendu, hein, sur les éléments, j'avais masqué de l'information. Vous voyez que j'avais un certain nombre de propriétés qui étaient disponibles. J'avais un certain nombre de choses qui étaient là. Et vous voyez que j'avais même mis des dates de début et dates de fin, tout simplement pour représenter les durées de mes contrats. Et puis j'avais là encore des smart rules par rapport à la durée de mon contrat qui surveillait la date d'échéance et qui me colorie en rouge le sujet et met le texte en rouge quand le contrat est échu et qui reste en vert quand le contrat il est actif. Donc ça c'est intéressant aussi d'avoir ces dates de début et dates de fin qui nous permettent comme ça d'appliquer des smart rules. Elles font pas que ça les dates de début et dates de fin. Là dans le cadre d'un budget par exemple pour suivre de façon plus calendaire mes contrats, le fait d'avoir mis des dates de début et des dates de fin me permettrait d'utiliser le diagramme de Gantt pour suivre mes contrats. Donc là, je vais dézoomer pour qu'on voit tout. Voilà. Ça me permet comme ça d'avoir les dates de début et dates de fin automatiquement et avec les smart rules qui vérifient ce qui est échu de ce qui ne l'est pas, d'avoir un visu calendaire des contrats qu'il faudrait renouveler ou pas. Donc voilà, alors on va pas regarder aujourd'hui l'autre map, parce que c'était aussi une gestion des risques un petit peu différente. Je vous la montre juste rapidement, mais vous la consulterez quand vous la recevrez. Là, c'est différent. Au lieu de déplacer dans des vues, on a juste besoin d'avoir des éléments pour nos projets sur lesquels on va manuellement faire du scoring. Vous voyez, on a des propriétés, on met le score en fonction de certains critères d'analyse, finance, risque opérationnel, risque technique, etc. En fonction de ce score, on a un risque agrégé. Et en fonction de ce risque agrégé, eh ben, on va avoir automatiquement des balises qui s'appliquent pour voir si le projet, faut aller dedans ou s'il faut plutôt arrêter. Si le risque est trop grand, on identifie les projets qui vont nous poser problème dans le futur de cette manière. Donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que c'est le même principe, c'est des formules et c'est des smart rules. Et je vais passer directement à la lecture de vos questions. Donc n'hésitez pas, s'il y a des questions, c'est le moment de les poser. Alors, première question, quelqu'un qui utilise une ancienne version de Mind Manager, une version 22. euh, alors sur une version 22, je pense que vous n'aviez pas encore les comparaisons, les opérateurs logiques comme je l'ai montré. Mais par contre, pour le reste, sur les formules, il n'y a pas eu beaucoup de changements, ça sera la même chose. Vous avez déjà AutoCalc et vous avez déjà l'éditeur de formules. Par contre, sur les Smart Rules, elles sont moins riches, il y a moins de fonctionnalités. Alors n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. J'ai une autre question qui est intéressante, c'est est-ce que ces formules on peut les créer avec autre chose que Mind Manager pour Windows. Non, vous ne pouvez les créer que avec Mind Manager pour Windows. Par contre, elles sont visibles depuis les autres Mind Managers. Donc, si vous partagez une map dans Teams et que certains collègues utilisent Mind Manager pour Teams pour consulter votre map, ils verront les choses, mais par contre, ils ne pourront pas créer de formule de calcul, ils ne pourront pas créer de smart rules non plus, hein. Mind Manager pour Teams, Mind Manager Web, par exemple, c'est le même principe que le pack Office, hein. Les versions web ont moins de fonctionnalités que la version desktop. Donc, vous ne pourrez pas les créer, mais par contre, vous pourrez les voir. Alors, j'ai une autre question sur la création des propriétés. J'ai parlé tout à l'heure de la possibilité de créer des propriétés en important des documents externes, hein. Je vous ai cité Excel et Word. Et donc j'ai quelqu'un qui m'a dit ça fait des années qu'il essaye de le faire depuis Word et qu'il n'arrive pas à avoir autre chose que du texte quand il importe depuis Word. Alors c'est parce que dans Word, il faut utiliser les bons styles, hein. C'est les styles qui vont déterminer ce que ça va devenir dans Mind Manager. Alors le plus simple, c'est quand vous créez une map. Je vais vous montrer donc un document. Voilà, donc là, par exemple, imaginons que cette map, je l'exporte vers Word, histoire d'avoir un document Word, hein, qui soit fonctionnel. Donc fichier exporté. Parce que je vais vous montrer les styles. C'est vrai que par défaut, les styles My Manager n'existent pas dans le document Word. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, vous faites d'abord une petite map, c'est une sorte de modèle. Euh, et ce modèle, vous allez mettre à l'intérieur tout ce que vous souhaitez pouvoir réimporter après coup. Donc là, ça va vraiment nous servir juste pour avoir un modèle d'import. Donc j'exporte rapidement. Ce que je veux vérifier, c'est est-ce que j'ai bien les propriétés. Ouais, toutes les propriétés sont là. Ok. Exporter, local. Donc voilà. Alors,
on n'a pas besoin d'avoir le contenu. C'était vraiment juste pour que ça me génère un modèle de document Word qui correspond. Donc ça, après, il faut en faire un modèle. Mais vous voyez que le fait d'avoir fait ça, ça me permet ici d'avoir des styles propres à Mind Manager. Et ces styles propres à Mind Manager, eh bien, j'en ai notamment pour les propriétés. MM Property, ce que je vais définir en tant que MM Property deviendra une propriété dans Mind Manager quand je vais importer le document. D'ailleurs, moi, je me sers beaucoup de cette fonctionnalité pour importer des résultats venant d'IA. Quand je fais quelques tests avec des IA, je demande à l'IA, au lieu de me répondre du texte dans mon navigateur, de me générer un document Word. Je lui ai juste appris et donné comme modèle un modèle comme ça vide avec tous ces styles et automatiquement ça me le récupère après sous forme de map directement. Écoutez, je vois pas d'autres questions, donc si vous avez encore une question, n'hésitez pas, on peut encore prendre quelques minutes, mais je voudrais pas abuser du temps que vous m'avez accordé. Non, bah écoutez, je vois pas d'autres questions pour le moment. Comme je vous l'ai indiqué, si vous avez des questions après coup, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'y répondrai avec grand plaisir. Le prochain webinar sera le 14 avril et on va parler de gestion de projet hybride. Hein, on a beaucoup de clients qui nous demandaient ça depuis des années, mais comment est-ce qu'on peut combiner au sein d'un même projet, parce que ça leur arrive souvent, il y a une partie du projet où ils vont être en mode prédictif, mode waterfall, hein, où on a des dates de début, des dates de fin qui sont bien qu'on a fixées, et puis il y a d'autres parties qui sont plus agiles, où on est plutôt sur des tâches qui sont pas encore commencées, des autres qui sont en train de tester, etc. Mais on n'est pas trop sur des dates. Donc bah, on verra comment est-ce qu'on peut mixer ces deux mondes au sein d'une même map pour avancer. Donc dans les prochains jours, hein, alors j'ai mis 2, 3 prochains jours, ne m'en veuillez pas si ça prend un petit peu plus de temps, mais vous recevrez une communication avec l'enregistrement et les maps du webinar. Pour ceux qui débutaient, qui ont vu des fonctionnalités, avaient l'impression que ça allait un petit peu vite, les webinars Meet the Expert, c'est vrai qu'on essaye de voir des fonctions un petit peu avancées de Mind Manager, et des moments c'est peut-être parfois un petit peu dur à suivre. C'est pour ça que vous avez accès à la Starter Academy. C'est gratuit, c'est quelque chose que vous trouvez sur notre site web, et il y a 5 vidéos tutoriels dans lesquelles vous pouvez apprendre les bases de Mind Manager. Donc, je vous ai mis également à jour le calendrier des webinars de 2025, dans lequel vous retrouverez bah, tous les webinars de l'année dernière, si vous souhaitez en regarder certains à nouveau. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, merci pour votre attention, merci pour les questions, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup, au revoir.